Offrir des soins de qualité aux malades en fin de vie, c'est le combat que mène le professeur Jean-Bernard Kwambo à travers son livre intitulé Pour une fin de vie digne. Un livre de 104 pages segmenté en 12 chapitres, l'auteur fait un plaidoyer sur le développement des soins palliatifs en République du Congo. Merci de votre fidélité sur Tcheleka Média, plus loin que le puisse voir. Je vous souhaite la bienvenue dans la grande interview. Il est éminent cancérologue universitaire. Il est professeur à la faculté des sciences de santé à l'université Mariangwabi. Il est chef de service de cancérologie au CHU de Brazzaville. Il est auteur de plusieurs livres, notamment Le Covid-19 et moi. Et aujourd'hui, il revient encore avec un nouvel ouvrage, Une fin de vie digne. Bonjour professeur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous-même? Je vais bien également, merci. Quelles sont vos impressions d'être ici dans les locaux de Tcheleka Média? Oh, c'est toujours un plaisir renouvelé à chaque fois que je passe par votre studio. C'est un très bon moment pour exercer un commerce intellectuel à deux. Donc, je vous remercie de m'avoir fait cet honneur d'être sur votre plateau. Merci beaucoup, professeur. Pour une fin de vie digne, le titre de votre ouvrage, serez-vous en train de vouloir dire à travers ce titre que les Congolais ne meurent pas dans la dignité? Alors, il faut dire que je suis médecin depuis plus de 43 ans. Je suis cancérologue depuis plus de 30 ans, pour ne pas dire 35 ans. Donc, il m'est arrivé tout le long de mon exercice de l'art de guérir les malades, de voir comment beaucoup de mes malades, en fin de vie, meurent de l'indignité. Et à partir de cette observation, je dis, il faut que je réagisse en proposant ce qui existe ailleurs, c'est-à-dire les soins palliatifs dans mon pays. Pourquoi avoir choisi comme la ministre Mbuku Kimbatsa comme préfacier du livre et le député Ouassa comme celui qui a fait l'avant-propos du livre? Alors, Madame Kimbatsa, qui est ministre, est une très grande qualité. Je l'ai rencontrée à l'occasion d'un passage dans mon service d'une enfant qui venait de l'Udima, porteuse d'un cancer. Cet enfant n'avait pas une grande famille. Cet enfant, il n'y avait pas d'argent autour de la famille. Donc, Madame Kimbatsa avait répondu à un cri de détresse lancé par les ONG et je l'ai rencontrée pour la première fois dans mon service au CHU. Et j'ai vu qu'elle avait de l'empathie pour non seulement la jeune malade qui était là, mais également même pour les personnes hospitalières. Donc, je me suis dit que c'est avec elle que j'ai créé ce livre-là un jour. Et de la deuxième personnalité qui a écrit l'avant-propos, le député Ouassa? Alors, Abel Ouassa est avant tout un ami et un frère. Je l'ai connu au milieu des années 90 quand j'étais en Belgique et lui, il étudiait à Dakar. Donc, il venait souvent à Bruxelles rencontrer un ami commun, le professeur Elira, et c'est à cette occasion-là que je l'ai connu. Et puis, c'est un monsieur qui a fait de grandes études. Il a beaucoup d'empathie pour les autres. Au fur et à mesure que j'ai échangé avec lui ici à Brazzaville, je me suis rendu compte que ce monsieur, devenu député, pouvait nous accompagner à mettre en place demain un projet de développement des soins palliatifs au Congo. Professeur, je vous invite d'ouvrir le livre avec moi. On va se rendre au niveau du premier chapitre. Le premier chapitre s'intitule « La douleur de mourir au Congo ». En disant cela, professeur, ce n'est pas une manière ici de pouvoir donner un sentiment de crainte, sinon faire peur aux Congolais en ce qui concerne nos infrastructures hospitalières? Non, pas du tout. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire que nous avons deux dates qui marquent notre existence. Le jour où nous arrivons au monde et le jour où nous mourrons. Donc, ces deux dates, essayons de faire le meilleur possible qu'il soit. Donc, puisque nous allons mourir, faisons en sorte que nous mourrons dignement. C'est vrai qu'il y a des gens qui meurent prématurément. Mais en ce qui me concerne, dans le cadre de l'accompagnement de mes patients en fin de vie, je crois qu'on peut créer des conditions pour que les malades partent dans la dignité. Mais dire la douleur de mourir au Congo, ce titre... Alors, la douleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est presque abandonné. Si vous pouvez vous imaginer le nombre de patients porteurs de cancer qui meurent à domicile, dans la douleur, parce qu'ils ont mal, parce qu'ils sont à la limite abandonnés, parce que les parents n'ont plus d'argent, parce que manger c'est même difficile. Tout ça, c'est la douleur. Et moi, je veux mettre un terme à cela. Mais est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour ces patients qui sont atteints des maladies incurables lorsque vous dites que au Congo, les soins palliatifs sont à un stade embryonnaire? Non, il faut dire que les soins palliatifs, c'est une approche qui consiste à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille
devant une pathologie au demeurant incurable. Mhm. Vous voyez, c'est apporter un soulagement, c'est pour aider ces gens-là à ne plus avoir mal, notamment à travers des molécules comme la morphine, de ne pas vomir, puisque nous avons les molécules aujourd'hui. On va en parler, oui. Créer un cadre pour que ces malades-là ne soient pas en souffrance quand ils sont chez nous. Oui, mais lorsque vous dites que ces soins-là au Congo sont à un stade embryonnaire, cela fait peur. Parce qu'actuellement, il y aura peut-être des gens qui vont vous suivre, qui vont lire ce livre. Cette réaction-là, ça va susciter de la peur. Quand on dit embryonnaire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existe déjà. Alors, il faut rendre hommage à la sœur Bukaka, qui a créé ACA. Elle a eu le courage de prendre en charge des malades en fin de vie. Elle était la seule à le faire. Et je crois que nous avons l'obligation de multiplier ce genre de centres à travers notre pays pour accompagner les autres vers leur finitude. Il n'est pas normal dans un pays dit moderne de voir les autres en fin de vie mourir dans l'indignité. Il faut créer des structures pour les accompagner, pour les aider à mourir dignement. En parlant de structures, est-ce qu'il existe des structures habilitées à recevoir ces patients-là? Alors, ACA reçoit des patients, mais ACA soigne beaucoup plus à domicile. Nous, au niveau de Polibra, on a ouvert 6 lits pour les soins palliatifs. On s'est dit, il est très difficile pour les familles de gérer des patients en fin de vie à la maison. Quand on parle de fin de vie, ça ne concerne pas que les malades atteints de cancer. Il y a des gens qui souffrent du VIH au stade avancé de la maladie. Il y a des gens qui ont des pathologies neurodégénératives. Il y a des gens qui ont fait des AVC, qui sont devenus grabataires à la maison. C'est très difficile. Nous, on peut soulager les familles en les accueillant chez nous. Mais malheureusement, cela a quand même un petit coût. Alors, quels sont les patients qui bénéficient de ces soins et quel est le coût journalier d'un traitement en soins palliatifs? Alors, les patients qui bénéficient de ces soins sont les patients en fin de vie. Vous prenez un cancer au stade terminal de la maladie. Pour les familles, c'est difficile de gérer le malade à la maison parce qu'il n'est pas question de garder ces malades à l'hôpital. L'hôpital n'est pas fait pour soigner les gens en fin de vie. L'hôpital est là pour apporter des soins curatifs. L'hôpital est là pour faire la médecine préventive et la médecine prédictive. Mais quand on est en fin de vie, ça sort de l'hôpital, mais il faut créer les conditions, des structures pour accueillir ces malades-là. Polibra, qui est une structure au demeurant qui s'occupe de la médecine interne de la cancérologie, a ouvert 6 lits pour accueillir ces malades. Maintenant, le prix varie selon les individus. Ceux qui peuvent payer pour les autres, paieront un peu pour les autres. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, on regardera. Que pensez-vous de notre système de santé actuel? Est-ce que vous êtes satisfait de ce système? Alors, vous savez, moi, depuis plus de 20 ans, je parle de la médecine moderne, de la médecine qui se métamorphose. Je suis quelqu'un qui est très accro au numérique, je suis accro à tout ce qui est réseaux sociaux. Depuis 20 ans, j'ai dit que la médecine a changé. Or, notre système de santé est un système arrimé à la médecine des années 60. Et depuis les années 60. Or, le monde a changé. Hier, on parlait de la médecine préventive et la médecine curative. Aujourd'hui, on parle de la médecine prédictive également. On parle de la médecine intégrative. On parle des soins palliatifs. Vous voyez? Tout ça, ça a changé. Donc, il faut réinventer notre système de santé. Et il y a des hommes pour le faire. Professeur, pourquoi est-ce que les infirmiers, pour la plupart des cas, ne font jamais montre de respect et de courtoisie envers les patients en fin de vie et des patients de manière générale? Ça, c'est un jugement de valeur. C'est une question, professeur. Bon, dans le service qui est le mien, tout infirmier a le devoir d'avoir un peu d'empathie pour les malades. Parce que ce sont des malades qui sont différents des autres. Ce sont des malades qui sont dans des grandes souffrances. Ce sont des malades en détresse. Mais que voulez-vous faire de quelqu'un qui a eu une mauvaise éducation de la part de sa famille, dans sa famille? Mais ce sont des gens, professeurs, qui sont passés à la faculté, qui ont été enseignés, qui ont été formés. Mais arrivés sur le terrain, ces personnes ne semblent plus faire preuve de ce qu'ils ont appris. Ils se comportent comme des... Je ne connais aucun infirmier qui soit passé à la fac des sciences de la santé, qui a un comportement malveillant à l'endroit des malades. Je n'en connais aucun. Ce sont les témoignages que nous recevons. Maintenant, si vous avez des témoignages des gens qui viennent des écoles, il y en a beaucoup, dans la ville de Brazzaville, écoles privées où on fait parfois tout et n'importe quoi, c'est possible. Mais les infirmiers que je connais, qui sont passés par la fac de médecine, mais qui sont passés par le Kabouk, qui est dans mon service, ont du respect pour les malades.
Je le dis parce que, professeur, hier, nous avons vu défiler sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle une dame a été renvoyée. Je ne citerai pas le nom du centre de santé. Mais j'ai vu la vidéo sur les réseaux sociaux. Quelle est votre lecture après avoir vu ces images? Non, mais ça, c'est pitoyable. C'est pitoyable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir ces choses-là de notre société. C'est tous les pans entiers de la société qui sont en faillite. Quand vous prenez des policiers, ils font pareil. Vous prenez des enseignants, ils font pareil. Donc, vous ne pouvez pas sortir de ce monde infirmier de ce panel-là. Non, c'est le Congolais qui a donné comme ça. Il y a un problème d'éducation. Il faut éduquer les Congolais. Malheureusement, nous allons tous vers des comportements déviants qu'il faut réprimer. Cette image que j'ai vue sur les réseaux sociaux est une image sordide qui appelle à la répression. Ces gens qui ont abandonné cette femme qui est venue pour accoucher ne doivent plus travailler dans cette structure-là. Et ça s'est passé ici, chez vous, à Mukondo. Je préfère le dire. C'est au CSI de Mukondo. Mais est-ce que les patients au Congo sont-ils encore entre de bonnes mains avec ce type d'agents qui se comportent de cette manière? Dieu merci, heureusement qui ne respectent plus la déontologie. Heureusement qu'à côté de ceux qui ne respectent plus leur profession, il y en a beaucoup qui la respectent. Et je rends hommage à ces médecins, à ces infirmiers qui travaillent parfois dans des conditions très très difficiles. Pendant que la médecine change, pendant qu'ils n'ont pas d'outils de travail, mais ils sont accrochés à leur travail. Ils essaient de faire le maximum, c'est de donner le maximum d'eux-mêmes. Et moi, je suis fier de voir ces gens-là travailler comme ça tout le temps. Alors, vous êtes Congolais, vous ne savez pas dans le pays. C'est exact, oui. Alors, professeur, comment redorer le blason terni du personnel médical en République du Congo? Parce qu'aujourd'hui, il y a des termes comme le CHU, je n'irai pas Makele, parce que les infirmières se comportent bizarrement vers les patients. Comment redorer le blason terni du personnel médical? Mais ce n'est pas seulement le Congo. Hein. Excusez-moi, ce n'est pas seulement le CHU ou les infirmiers. Plusieurs hôpitaux. C'est la société qui est comme ça. Dites-moi ce qui se passe dans les facultés en dehors de la faculté des sciences. Vous êtes au courant de ce qui se passe dans ces structures-là? Non, informez-moi, professeur. Vous êtes au courant de ce qui se passe devant les ronds-points, là, où il y a des policiers parfois véreux, encore que nombreux font très bien leur travail. Vous me dites ce qui se passe dans les écoles privées? Non, c'est la société qui est décadente. Il faut la refaire. Je peux vous dire qu'on peut refaire ce pays très, très rapidement. Nous ne sommes pas nombreux. Pour schématiser, en termes numériques, le Congo-Brazzaville, tout le Congo, un pays de 6 millions d'habitants, c'est l'équivalent d'un quartier de Kinshasa qu'on appelle Kitambo. Kitambo, c'est 6 millions d'habitants. Le Congo-Brazzaville, avec des baroudeurs qui accompagnent le chef de l'État, on peut remettre ce pays-là à niveau. En 2 ans, on fait ce pays un pays émergent. C'est faisable, ça. Nous ne sommes pas nombreux. Nous avons les hommes et les femmes capables de relever ce pays. Parlons des soins palliatifs à présent. Professeur, comment voulez-vous que la qualité des soins palliatifs soit améliorée au moment où vous savez, je sais, que la majorité de nos autorités vont se faire soigner à l'étranger? Bon, mais ça, c'est un problème de politique de santé de notre pays. Parce que comment peuvent-ils changer les choses au moment où ils ne sont pas conscients, ils ne vivent pas de près ce qui se passe dans nos hôpitaux? Non, vous avez peut-être des raisons de le signaler. Il y a beaucoup de cadres qui préfèrent aller se faire soigner à l'extérieur. Peut-être parce que le plateau technique dans nos hôpitaux est un peu défaillant. Mais si on remet les choses à l'endroit, si on refait les choses normalement, je peux vous garantir qu'on n'a pas besoin d'aller se faire soigner à l'extérieur. Le Congo a des compétences dans ce pays. Non seulement intramuros, mais également extramuros. Est-ce que vous connaissez le nombre de médecins congolais en Île-de-France, chefs de service? Ce sont des jeunes que nous avons formés ici à Maringouabi. En France, ils sont des chefs de service. Donc, si on crée des conditions pour que tout ce monde se retrouve ici au Congo-Brazzaville pour gérer les parents, mais on n'aura plus de raison d'aller voir ailleurs. Et ça, on peut le faire. On peut même le faire tout de suite. On peut le faire. Qu'est-ce qui manque, professeur? Mais il manque la vision, il manque la volonté. C'est-à-dire? Il faut trouver les hommes et les femmes capables d'accompagner les chefs de l'État dans ce projet-là. Si on n'a pas de vision, si on ne sait pas ce qu'on doit faire pour améliorer les choses, comment voulez-vous que les choses changent? Déjà, commencez par regarder notre politique de santé. Le système de santé, est-ce qu'il est bon? La réponse est non. Mais que faut-il faire? Il faut réfléchir. Il faut mettre en place des hommes et des femmes capables de réécrire notre politique de santé. Et c'est faisable, ça. C'est pas compliqué à faire. Nous ne sommes pas nombreux, donc on peut le faire.
Alors, quelles sont les solutions concrètes, professeur, pour que les soins palliatifs soient soigneusement appliqués chez nous au Congo? Alors, la première chose, c'est l'intérêt de ce livre pour une fin de vie digne, plaidoyer pour le développement des soins palliatifs en République du Congo. C'est prendre une loi. Laquelle? Ben, une loi portant sur le développement des soins palliatifs qui permettrait d'encadrer les soins palliatifs. Ça nous permettrait d'ouvrir les centres, d'aller chercher les fonds, puisque les fonds, il faut les trouver. Parce que les soins palliatifs coûtent moins cher que les soins curatifs. Vous voyez, l'intérêt des soins palliatifs, des soins palliatifs, c'est que vous gérez non seulement la dignité humaine, vous gérez la souffrance humaine, mais vous gérez également l'économie. Vous réduisez les coûts dans nos hôpitaux, puisque les coûts ne sont pas aussi élevés que ceux que nous observons dans des hôpitaux où on prend en charge des pathologies qui peuvent être curatives. Vous voyez? Donc, si on prend une loi qui encadre cela, les gens peuvent ouvrir des centres pour accueillir les frères, les sœurs, les parents malades en fin de vie, pour les accompagner, aller vers une finitude digne. Ça, c'est faisable. Mais on a besoin de cette loi-là. Dès qu'on aura la loi, on peut même aller chercher de l'argent. On peut dire, bon, MTN, est-ce que vous ne pouvez pas, à travers une communication, nous donner un demi-franc? RTL, on peut aller à l'RPCE, on peut aller à la chambre de commerce de mon grand frère Paul Ovambi, qui est un homme d'action. On peut dire, bon, monsieur le patron de la chambre de commerce, est-ce que vous ne pouvez pas nous reverser tous les mois un petit quelque chose? C'est faisable. L'argent, il faut aller le chercher. Ça, c'est au niveau du Congo. Mais on peut aussi aller le chercher à l'étranger. Mais j'aime pas trop aller chercher l'argent à l'étranger parce que on perd un peu sa souveraineté. Mais on peut le faire. Mais est-ce que nous avons un personnel suffisamment qualifié pour pouvoir entretenir les patients en fin de vie? Mais bien sûr. Mais c'est le personnel infirmier, il faut le former tout simplement. Ils ne le sont pas encore? Non, mais au CHU, il y a des gens qui peuvent le faire. À Aka, chez Madame Boukaka, la sœur Boukaka, il y a du personnel infirmier qui travaille là-dessus. C'est apprendre à gens comment donner la morphine, comment prévenir les nausées et vomissements, comment secouer le moral des gens, le côté spirituel, comment accepter que les uns et les autres viennent prier avec les malades, comment les psychologues peuvent rentrer dans la danse. En fait, c'est tout un tout. Créer une ambiance pour que les gens se sentent bien, même quand on sait qu'on va mourir, mais qu'on meurt dans la dignité. Un pays moderne ne peut pas laisser les siens mourir dans l'indignité. Ce n'est pas normal. Mourir dans la dignité, ça signifie quoi selon vous? Mais ça signifie être accompagné. Mourir heureux. Et on peut mourir heureux. Vous savez qu'il y a des gens qui demandent d'être euthanasiés. Mais ici, il ne s'agit pas d'euthanasie. C'est accompagner les gens jusqu'à ce qu'ils s'endorment pour toujours. En étant toujours présent. Ce qui manque, c'est la présence. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose pour que la personne n'ait pas mal? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut laisser quelqu'un continuer à vomir? La réponse est non. Est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut apporter? La réponse est oui. Il s'agit de ça. Améliorer la qualité de vie en fin de vie. C'est ajouter la qualité de vie, pas ajouter les jours, mais ajouter la qualité. On peut avoir très peu de jours pour vivre, mais qui est la qualité et qu'on parte avec cette qualité-là. Ce que vous dites, professeur, est bien, mais arriver sur place, arriver dans nos hôpitaux, voici la réponse que les médecins nous donnent. Par exemple, lorsqu'on emmène un cas atteint d'une maladie incurable, je peux parler du sida, je peux parler du cancer. Lorsque la maladie arrive en phase finale, la phrase préférée pour la majorité, pas pour tous, pour la majorité, c'est que ce n'est plus notre cas, allez à la maison, allez attendre la mort à la maison. Non, j'ai jamais vu ça. Il y a des témoignages, professeur. Il y a des témoignages. Oui, même pour nos téléspectateurs qui nous suivent, ils ne vont pas nous contredire. Moi, j'ai d'autres témoignages. D'ailleurs, vous avez un recueil de témoignages ici. Il y a un discours qu'il faut tenir devant les malades. Il est indécent de dire à un malade, on ne sait plus rien faire pour pouvoir aller mourir à la maison. Qu'est-ce qu'il faut dire? Ça n'a même pas de sens. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est même stupide que de dire ça. Il y a un discours qu'on tient. Nous sommes arrivés au terme d'un traitement curatif. Aujourd'hui, nous n'avons plus grand-chose à vous proposer, mais par contre, on peut faire autrement. Autrement, c'est vous accompagner pour que vous n'ayez plus mal. C'est vous accompagner pour que vous ne vomissiez pas. C'est vous accompagner pour que vous restiez un peu autonome. Vous accompagner pour que vous soyez entouré des vôtres. Vous accompagner pour que vous mangez bien. Vous accompagner pour que vous soyez capable de lire encore un roman. Lire un livre du professeur Nkwambon. Voilà, il s'agit de ça. Et vous n'allez pas dire à un patient, non, vous êtes en fin de vie, ça ne va pas du tout, rentrez chez vous, allez mourir. Mais attendez, mais c'est la folie de faire ça. Je ne connais aucun médecin qui a de faire ça. S'il a fait ça, il n'a pas fait médecine.
qu'il aille vendre du charbon. Je suis désolé. D'accord, professeur. Nous allons nous rendre dans le chapitre 8 de votre ouvrage. Ici, vous parlez de l'accès aux médicaments essentiels, notamment les opioïdes, également de la morphine. Vous soulignez également qu'il y a une restriction. L'accès est limité. Il n'y a pas assez de produits pour pouvoir soulager les patients qui ressentent des douleurs, qui n'arrivent pas à être calmés parce que il y a de ces maladies. Il y a certaines maladies auxquelles les patients sont confrontés. Il faut des calmants, il faut des produits pour atténuer la douleur. Alors, quelle solution, qu'est-ce qu'il faut pour que ces produits-là soient en abondance? Alors, c'est pour ça que la loi est importante. La loi permettrait aux pharmaciens de se doter très facilement des opioïdes, c'est-à-dire de la morphine. Aujourd'hui, les gens ont peur d'utiliser la morphine parce qu'ils disent que la morphine tue. Non, la morphine ne tue personne. Tout médicament utilisé à des doses excessives peut tuer. Mais la morphine a la chance d'avoir un antagoniste qui s'appelle la nalorphine. C'est-à-dire que si vous avez pris trop de morphine et que vous faites une détresse respiratoire, si on vous donne cet antagoniste, tout s'arrête. Donc, premier discours, c'est ne plus avoir peur de la morphine. Deuxième discours, c'est qu'on crée les conditions idoines pour que la morphine se retrouve dans nos officines. Troisième discours, c'est de rendre facile la prescription de la morphine. C'est vrai qu'il faut l'encadrer. Il ne faut pas que les jeunes prennent la morphine comme pour se droguer. Mais sinon, vous allez vivre l'effet du tramadol. Ici, où vous avez des bandits qui prennent du tramadol, qui se déconnectent du réel pour faire n'importe quoi. C'est exactement l'une des craintes des autorités. Donc, si tout cela est encadré, la morphine est donnée dans les structures où vous avez des médecins, où vous avez des infirmiers, je crois qu'il n'y a aucun souci. Vous savez, il y a quelques années, moi, j'ai envoyé pour une petite formation en Afrique de l'Est, une de mes assistantes qui est revenue, qui aujourd'hui a la compétence pour gérer les soins palliatifs. Il y en a une autre qui vient de partir quelque part, qui vient de rentrer également, aussi une de mes élèves. Donc, vous voyez, nous sommes en train d'étoffer un peu le monde qui va prendre en charge de mettre les soins palliatifs. Encore une fois, les soins palliatifs ne sont pas développés dans notre pays. Comme vous l'avez dit, ils sont au stade embryonnaire. Donc, il faut développer les soins palliatifs. Professeur, Tcheleka Média est un média très suivi. Il y a des autorités qui vous suivent actuellement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer comme solution concrète pour améliorer les soins palliatifs en République du Congo? Première solution, c'est comme je viens de vous le dire, c'est la loi. D'abord, je conseillerais à tous les ministres, à tous les députés de lire ce livre-là. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Il m'est arrivé, à travers une de mes conversations avec Madame le professeur Kimbatsa, qui est ministre, une femme de qualité, vous voyez les profs, d'échanger autour de la fin de vie. Mais nous sommes tous tombés d'accord. Hein. C'est très difficile pour les familles. Très, très difficile hein, que d'avoir un parent en fin de vie à la maison. Vous passez par là, il vous renvoie une image très négative, il est malheureux, vous êtes malheureux. Non. Aujourd'hui, c'est créer des conditions, mettre en place des maisons, des structures pour accueillir ces gens-là. Mais il faut que l'État soit présent, il faut que l'État apporte de l'argent. Et l'État, pour apporter de l'argent, il faut que tout cela soit encadré par une loi. Donc, nous allons nous organiser pour écrire un projet de loi qui sera porté par un député et qui ira le défendre à l'Assemblée. Dès que la loi est votée, maintenant, nous, les acteurs sur le terrain, nous allons nous déployer pour regarder comment faire pour avoir des opioïdes, pour avoir de l'argent, pour avoir des petites choses qui vont améliorer la qualité de vie de ces patients en fin de vie. Lentement et sûrement, professeur, nous tendons vers la fin de notre interview. Le dernier chapitre de votre ouvrage, ici, il est écrit « Quand la médecine ne peut plus guérir, elle peut encore soulager ». Oui. Un commentaire là-dessus? Mais c'est la dignité. On ne peut plus guérir. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui vous disent « Ah non, non, vous êtes en fin de vie. Comme on dit en lingala. » Non, 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 on ne dit pas ça. Hein? Même si je suis un enfant de Poto-Poto, après avoir fait des études de médecine, je ne peux pas tenir ce genre de discours. Non, non, non. Il y a toujours des petites choses à faire, il y a des petits gestes à poser qui vont concourir à améliorer la fin de vie des malades. Encore une fois, retenez que nous avons deux dates principales dans notre existence. C'est le jour où nous venons au monde et c'est le jour où nous partons. Entre ces deux bornes-là, faisons le maximum. Si on peut accompagner les autres pour qu'ils partent dans la dignité, dans la sérénité, pourquoi pas dans la joie, mais faisons-le. Tendons la main. Et dans les autres. Il s'agit de ça. Okay. Et nous allons compter sur vous, les médias, pour nous accompagner, pour développer les soins palliatifs dans ce pays. Vous allez nous accompagner à aller chercher des fonds à gauche à droite
Vous les connaissez, hein, ceux qui ont l'argent, vous les connaissez mieux que moi. Moi, je suis quelqu'un qui vient pour une autarcie comme ça, donc je ne bouge pas beaucoup. Mais vous, comme vous bougez beaucoup, vous les connaissez mieux que moi. Pendant qu'on y est, vous allez fixer la caméra qui est justement devant vous. Ce livre est un appel à la mobilisation collective. Quel devrait être le regard des citoyens lambda, du personnel médical et des autorités compétentes face aux malades en fin de vie? D'abord, faire confiance aux médecins qui vont prendre en charge ces malades en fin de vie. Il n'y a pas que les médecins. Il y a les psychologues, il y a les sociologues, il y a les philosophes, il y a même les coiffeurs, il y a ceux qui font de la musicothérapie et il y a les infirmiers. Je crois que ensemble, nous pouvons créer des conditions idoines pour que les nôtres, nos parents en fin de vie, puissent partir paisiblement, hein, sans douleur, sans vomissement, sans fatigue atroce, sans stress, et c'est faisable. Les soins palliatifs ne sont pas l'euthanasie. C'est améliorer la qualité de vie dans les derniers instants de la vie. Il s'agit de ça. Donc, je demande que tous les hommes politiques lisent ce livre-là. Il est facile à lire. Hein. Je l'ai écrit très très vite. Je crois que c'est un livre qui peut aider tout le monde. Il est vendu à combien et comment s'en procurer? Le livre est vendu à 13 €, je crois. Je crois que ça va faire peut-être 10 000 francs CFA. Vous pouvez le commander sur Amazon ou bien le commander chez l'Harmattan. Ben, je crois que les bibliothèques qui sont ici vont peut-être se le procurer, et comme la FNAC. C'est votre rôle aussi, hein, d'aller à la FNAC leur dire, écoutez, pour son comment écrire des livres, mettez ces livres chez vous. Merci beaucoup, professeur Jean-Bernard Kwambo, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. Un dernier mot à l'endroit du personnel Tcheleka Media et du travail qui est effectué en ces lieux. Oh, mais je reviendrai vous voir parce que j'ai publié un livre aux éditions ASD. Réinventer les universités du Congo à l'ère de l'IA, du Big Data et de l'innovation technologique. On aura l'occasion d'en parler ici. Croyez-moi, c'est une nouvelle vision d'université moderne du XXIe siècle. Parce que si vous ne vous arrivez pas à cette modernité-là, vous serez largué. Vous êtes au courant, hein, de ce qui passe dans notre faculté, où les notes ne sont pas bonnes, nous les étudiants n'arrivent pas à suivre. Donc, on aura l'occasion d'en parler ici. Ce sera un réel plaisir de vous recevoir de nouveau. Merci d'être passé à Tcheleka Media, professeur. Merci de liker, partager ce contenu, surtout de commenter. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview. On se dit à très bientôt sur Tcheleka Media, plus loin que l'œil puisse voir.